Je me retrouve à boire un verre et avoir un blackout. Je me réveille à 22h30, je suis dans mon lit, il est sur un siège, il me regarde avec un sourire jusque-là et il me dit « tu te souviens de rien ?» Je me dis « mais c'est pas possible, en fait, j'ai été violée. » Je suis saisie, transie, j'ai les larmes qui coulent. Je m'appelle Karine, j'ai 41 ans. Et aujourd'hui, je viens parler de la relation que j'ai eue avec un pervers narcissique pendant plus de 16 ans, qui a été mon mari et le père de mon fils. J'étais victime d'emprise, même après donc, la fin de ce mariage. À 20 ans, je venais de sortir en fait, d'une relation très compliquée avec un pervers narcissique et qui m'avait violentée pendant plus de 4 ans. Donc cette relation, elle avait duré de 16 ans jusqu'à 20 ans. On avait à peu près le même âge. Je suis allée vivre chez lui pendant 2 mois. Et là, j'ai vécu un enfer total, avec beaucoup de violence, où là, j'ai été vraiment battue. Je ne pouvais même plus aller travailler. Il était tellement jaloux et obsessionnel que je n'avais plus aucune liberté. Et j'avais la sensation d'être prisonnière chez lui. Il fallait que je sois aimée, il fallait qu'on me porte de l'attention parce que j'en avais beaucoup manqué dans mon enfance et que j'avais toujours connu dans ma famille ces schémas un petit peu de mon père était autoritaire, ma mère plutôt soumise, donc je reproduisais ça. Et donc, je suis allée vers quelque chose qui m'était familier et je n'avais pas donc les repères de respect, de considération. Même le peu d'attention qu'on me donnait à ce moment-là, ça me faisait vivre. La violence était tellement quotidienne qu'au bout d'un moment, c'est tout mon corps, tout mon être qui appelait à la délivrance. Et un matin, j'ai pris la fuite avec mes 2 sacs et je me suis enfuie. Il a vu que j'étais en train de partir, donc il m'a poursuivie. J'étais dans le métro à Porte de Vincennes en train de courir avec mes sacs. Les portes se sont refermées. À partir de maintenant, je me suis juré à moi-même que plus jamais, en fait, quelqu'un ne lèverait la main sur moi. Je retourne chez mes parents et j'ai ma mère qui me dit le fils de nos amis, tu devrais le rencontrer parce que c'est un très bel homme, il est vraiment très séduisant, puis il a vraiment ce quelque chose, moi je le trouve super. À ce moment-là, j'ai vraiment pas envie de retomber dans une relation, j'ai envie de profiter, je suis très bien dans mon travail, je m'épanouis. C'est arrivé presque en même temps, on va dire, et donc je rencontre pour la première fois Jonathan. Mes parents sont invités chez le père et la belle-mère et donc là on se rencontre. C'est très troublant parce que je me souviendrai vraiment de ce regard. Dès qu'il m'a aperçu, il m'a regardé de la tête aux pieds et mais comme si j'étais une belle marchandise, ce genre de choses. Et avec un regard très perçant, où il y avait une part en moi qui me disait « j'ai l'impression de le connaître, et qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est con ». Et c'est la première phrase qui m'est venue à l'esprit. Et là, donc, il me dit « t'as de beaux cheveux ». Et donc, il vient régulièrement dîner chez mes parents parce que il vit seul. Et on a 2-3 ans, on a 2 ans et demi d'écart. Donc lui, il a près de 23 ans. Il est trouve tout fraîchement agent immobilier. Il aime beaucoup parler. Il donne l'impression qu'il est beau, qu'il a du charisme, etc. Il appelle pour prendre de mes nouvelles, pour prendre des nouvelles. Il aime beaucoup mon petit frère, donc il dit qu'il veut venir avec lui, il veut venir jouer avec lui à la console, ce genre de choses. Il prend des prétextes et en même temps dire qu'il est tout seul et tout. Et donc, se faire inviter à dîner. J'ai mon travail et je travaille quand même à 1h30 de chez moi et il m'arrive de faire des fermetures jusqu'à 22h. Donc je rentre assez tard quand même régulièrement chez mes parents et je le trouve toujours là. Il me fait beaucoup d'allusions, il m'envoie des messages, il complimente, il flatte la cuisine de ma mère, il s'entend très bien avec mon père. Il essaye vraiment de prendre une place dans la famille. Et il insiste beaucoup
donc pour aller prendre un verre avec moi. J'essaye de repousser ses avances et autant je le trouvais assez séduisant, mais je n'aimais pas ses manières de faire. Voilà, on me séduit et en même temps on casse. Et donc c'était toujours un petit peu ce jeu-là. Je craque un soir et je lui dis d'accord, je veux pas en parler trop à mes parents donc j'accepte d'aller donc prendre un verre avec lui. Et donc là, on est place de la République et puis on rentre dans ce café et il est très exubérant, on l'entend, il parle très fort et puis donc il me demande, bah voilà, tu veux boire quoi donc moi là, j'ai pas du tout envie de rentrer dans son jeu, je sens en fait ce qu'il veut. Et donc là, je dis juste un chocolat. Il dit ah non, on va prendre de l'alcool fort. Je sens bien en fait qu'il a envie de me saouler un petit peu pour arriver à ses fins. Donc je rentre pas là-dedans. Et je vois tout de suite un peu son comportement qui est déstabilisant. On n'est pas obligé d'avoir une relation sérieuse entre nous, que ça peut être une relation très légère et que voilà, on profite de la vie, lui et moi, et que c'est ça la vie en fait. Hein. Et il avait son but en tête. Hein, donc il venait de quitter son ex-petite amie. Je ne savais pas trop donc dans quelles conditions il l'avait quitté. Il finit par tenter de m'embrasser. Il avait tellement insisté que j'avais dit bon ok d'accord, mais presque à contre-cœur. Il insiste pour qu'on aille chez lui, etc. Je trouvais cette insistance tellement désagréable que non, j'avais qu'une seule envie, c'est de rentrer. Et je finis par rentrer, lui s'en va avec un grand sourire parce qu'il a eu ce qu'il voulait, il a eu ce baiser-là. Les messages se sont enchaînés et il n'a pas lâché. Jusqu'à ce que j'aille chez lui, où il habitait donc un petit appartement, c'était plus une garçonnière qu'autre chose. Je voulais pas d'histoire, mais en même temps, j'étais tellement meurtrie de mon ancienne relation. Je me sentais mais vraiment avec un manque d'affection, un vide intérieur tellement profond. J'avais vraiment ce besoin de tendresse. Je faisais des cauchemars la nuit. J'avais qu'une seule envie, c'est qu'on me prenne dans les bras. Il avait ce côté, bah voilà, je t'apporte tout ça. J'avais l'impression au fur et à mesure que qui percevait des choses en moi, il paraissait même sincère. Et on passe de cette relation légère où il veut me voir tous les soirs. Je me dis, bah, c'est qu'il doit avoir quand même des sentiments pour moi, quoi. Enfin, c'est une relation qui est en train d'évoluer. Donc on se dit pas qu'on est en couple du tout à ce moment-là. Mais quand même, c'est une relation qui devient suivie. Il vient encore chez mes parents, il essaye de montrer à mes parents qu'on est ensemble, et donc je me sens valorisée. Il faut savoir que j'étais très soupçonneuse parce que voilà, je me suis fait tromper plusieurs fois et je le sens pas très clair. Il y a quand même des zones floues où je me dis, c'est quand même étrange. Je sens qu'il ment énormément, qu'il y a beaucoup de mensonges. Et puis, il y a quelque chose d'authentique qui me manque. Enfin, je le sens pas vrai. Et là, donc, il laisse son téléphone. Et là, donc, je regarde. Un moment où il n'est pas là. Je suis choquée parce que je vois le même message qu'il m'avait envoyé, donc à caractère quand même assez sexuel, et il l'envoie à 10 personnes, à 10 filles. Je redescends de mon petit nuage et donc je suis très mal à l'aise, je suis pas bien. Je lui en parle, je lui dis écoute, je pense que voilà, ça va pas être possible entre nous. C'est là que voilà, il me fait des déclarations magnifiques. Non mais c'est toi que j'attendais. Enfin, tout ça, ça compte pas. Et je me laisse voilà complètement enfumée par ces belles paroles. Et je me dis bon, on va dire que oui, après tout, on n'était pas en couple à ce moment-là. Et là, il décide en fait que on ait une vraie relation suivie et que tout le reste n'existe pas. Ça, c'était dans les 6 premiers mois. Hein. Puis, donc, il a l'opportunité de déménager grâce il est agent immobilier, donc il a une opportunité pour avoir un appartement plus grand. Moi, à ce moment-là, je ne veux qu'une seule chose, c'est quitter
le domicile de mes parents. J'ai envie aussi de vivre. Je vais toujours chez lui presque tous les soirs et puis on s'aperçoit au bout de 6 mois que je suis plus rentrée chez mes parents et que on habite ensemble en fait. Je lui dis bah voilà, ça fait 6 mois que je suis pas rentrée, je vais mettre mon nom sur la boîte aux lettres. Et là il a un choc et il n'avait pas vu les choses arriver. Et donc il me dit ah, mais moi je suis pas prêt. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué. Donc moi je sais plus où j'en suis à ce moment-là. Et puis finalement il finit par se dire bon bah voilà, je t'aime et je reste avec toi et on reste ensemble. Et donc on démarre une vraie relation de couple. Sa mère décède. À ce moment-là, c'était quelqu'un de très dépressif, suicidaire, etc. Et donc elle a mis fin à ses jours. Et donc situation quand même un peu voilà, difficile. Je le vois sans émotion. Il est même presque content que ça se passe en fait. Quand on lui annonce que sa mère est partie, la première chose qu'il me dit c'est on va au McDo. Donc là je suis un peu choquée. Je me dis bon, il vient de perdre sa mère. Et là donc on est alors je me suis dit c'est le déni tout simplement. Mais non, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait rien. Et presque un soulagement. Et donc, il décide d'aller vivre près de son père, près de chez son père, donc dans le sud de la France. Je me sens pas prête à quitter Paris, à quitter ma famille. J'ai besoin de mon cercle familial, même si voilà, c'est pas des relations saines. J'ai mon attachement familial qui est là, et je me dis, je vais me retrouver dans le sud, c'est pas possible, mais en même temps, je peux pas me faire abandonner. Je me vois pas le quitter. Et donc, je le suis. On part ensemble. Et puis lui, il m'avait dit, bah, de toute façon, tu viens pas. De toute façon, j'y vais quand même. Donc, je m'étais dit, de toute façon, je le perdrai. Donc, si j'y vais pas, ça sera terminé et ça, c'est pas possible. Et donc, on part vivre dans le sud, donc aux côtés de son père. Il envisage, en fait, de monter un magasin saisonnier. Donc à côté de Montpellier, au Cap d'Agde. Et je me sens très très mal là-bas. C'est une période que je n'aime pas du tout. Et au bout de 6 mois, je dis non, je veux rentrer à Paris. Ça ne va pas. Même entre nous, ça n'allait pas. Je vais quand même au bout des choses où je dis non, je vais retourner à Paris. Je monte un dossier de location. J'arrive à trouver un appartement. J'ai une amie qui est avec moi en colocation. Et donc, voilà, nos chemins vont se séparer. C'est le dernier soir, on va donc se séparer le lendemain, il reprend son train et moi je suis désespérée, quoi. Je suis désemparée et je vois même pas en fait un signe de tristesse sur son visage, rien du tout. C'est terminé, on aura vécu 1 an et demi ensemble et puis ça va s'arrêter. Le lendemain, on va au café, on va boire un café, on se dit adieu et puis il a encore un grand sourire et puis voilà. J'ai construit mon petit nid et en même temps, il me manque, quoi. Et je ressens un manque encore viscéral et j'appelle sa grand-mère chez qui il devait descendre et là, elle me dit ah bah non, le lendemain matin, ah bah non, il n'a pas passé la nuit à la maison, il n'est pas rentré. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, il m'a déjà remplacée. Je deviens obsessionnelle juste à ce moment-là. Je ne réfléchis plus, je prends un sac, je mets des affaires dedans et je prends le premier train pour Montpellier. Et là, donc, je lui envoie un message dans le train et je lui dis, voilà, j'arrive dans 3h30. Et là, il me dit, mais t'es complètement folle, enfin, c'est terminé entre nous, on se l'est dit, donc je vois pas pourquoi tu reviens. Et j'ai dit, j'arrive. J'appelle mon père qui me dit, mais ça va pas, enfin, je vais te faire interner, c'est pas possible, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu comprends pas? Non, c'est fini, quoi. Et puis, c'est ce que t'as voulu, enfin. Et donc, je n'écoute personne et j'arrive donc à la gare. Il est un petit peu en retard et puis il arrive à ce moment-là. Il est venu. Et on va au café, encore une fois, de la gare. Et là, donc, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que tu as quelqu'un? J'avais l'impression de revivre une scène de déjà-vu. J'ai la rage,
le sang qui fait qu'un tour et je me lève et là il attrape mon poignet et j'ai ce réflexe en fait où j'ai été battue pendant des années où non, tu me touches pas. Tu me touches pas et c'est mon corps qui réagit, il resserre son emprise et là donc je suis absolument pas violente mais là donc la claque part et ça résonne dans tout le café et puis je m'en vais, je sors du café, il me rejoint, je l'ai presque supplié de me reprendre. Et on n'a plus de dignité. Enfin là, à ce moment-là, voilà, si tu m'abandonnes, je meurs. On en est là. Et moi, je suis prête à tout. Et ça, il l'a senti. Il y avait ce rictus de victoire. Et là, il me dit bon, ça va pas être facile de reprendre la relation, mais viens, d'accord. Quand tu voudras, tu me rejoins au magasin, peut-être les week-ends, etc. Pour monter son magasin, vu que je ne venais pas. Il avait trouvé un ancien collègue pour s'associer avec lui et donc il devait faire du marquage sur t-shirt personnalisé, de la vente de prêt-à-porter enfant. Mais voilà, cette personne-là, elle me paraissait très malsaine, donc elle n'a pas vu d'un très bon œil que je revienne alors que c'était terminé. Donc elle est venue me voir et me dit, est-ce que tu sais où est-ce qu'il était la nuit dernière ? Et là, il me dit donc qu'il était chez son ex de Grenoble, donc toujours la même en fait qu'il avait donc avant notre relation. Et là, donc je me dis mais c'est pas possible, en fait, ça s'est jamais arrêté cette relation. Il a continué de me tromper et elle était toujours là. Je peux pas le perdre, donc je serais prête à croire n'importe quoi. Et je le savais au fond de moi, que j'étais prête à tout, mais pas à me faire abandonner. Il m'explique qu'il ne s'est rien passé de spécial, qu'il est allé juste en tant qu'ami, qu'elle avait retrouvé quelqu'un. Et j'y crois pas vraiment, hein, mais je me dis, ok, que c'est pas une relation amoureuse, il n'y a pas de sentiments, que c'est juste de l'affection, de l'amitié maintenant, etc. Et j'y crois pas spécialement. Je finis en fait par me dire non, je vais pas y aller que quelques week-ends. Je vais laisser mon appartement vide et payer un loyer pour rien et le rejoindre en fait. Je peux pas, je n'y arrive pas. Et je me dis peut-être qu'après la saison, voilà, il reviendra à Paris et qu'on pourra à nouveau se retrouver ici. Voilà, de avril jusqu'en octobre, c'était ce qui était prévu, donc une saison avec ce magasin ouvert. J'arrive là-bas et c'est comme un air de vacances parce que il avait touché un petit héritage, donc il y avait toujours, on avait l'impression qu'il était toujours très très riche, que voilà, il avait une vie très extravagante, il regardait pas la dépense. Moi, ça m'inquiétait un peu quand même qu'on prenne dans les recettes de la caisse du jour et que on dépense tout au restaurant. Enfin, c'était vraiment vivre au jour le jour. Mais à côté de ça, il me disait que son métier d'agent immobilier, voilà, il faisait des recettes tellement phénoménales, des commissions tellement phénoménales que voilà, il était pratiquement millionnaire. Donc bon, je me dis qu'il exagère un peu, mais bon, voilà, moi j'apprécie qu'on aille au restaurant, que voilà, qu'il y ait voilà, cette forme de vacances tous les jours. On fait la connaissance de voisins qui ont un magasin juste à côté de nous et qui nous disent ah bah vous savez, donc le Cap d'Agde c'est divisé en deux parties. Donc il y a un camp naturiste et puis il y a un camp traditionnel. Si vous savez ce qui se passe là-bas, c'est absolument phénoménal, l'amour est partout, c'est absolument incroyable et en plus de ça, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être dénudé, vous pouvez avoir une vie totalement traditionnelle là-bas. Donc je dis pourquoi pas aller voir un déjeuner là-bas, Et c'était vraiment à même pas 1 kilomètre. Et en effet, je trouve, on se dit, c'est un autre monde. On passe la porte, la barrière, et là, donc, on voit des couples amoureux où l'homme admire la femme, où il y a vraiment cet air d'amour dans l'air qui est assez particulier. Et donc, en effet, moi, je suis habillée. En plus de ça, je suis assez pudique, donc non, c'était pas possible pour moi, en tout cas, d'envisager autre chose. Et puis, ils nous disent, nos voisins, revenez le soir parce qu'on connaît un endroit
endroit vraiment super sympa, on peut danser. Et puis, voilà, encore une fois, hein, il y a des codes hein, là-bas, donc vous avez simplement à dire non si voilà, on vous dit quelque chose, on vous invite, mais ça n'ira pas plus loin. Vous êtes moins embêtés là-bas que dans les boîtes traditionnelles. Donc, c'était intriguant. Et donc on arrive là-bas et donc on comprend ce que c'est que le libertinage en fait. Donc là j'ai Jonathan qui découvre ça et c'est le plus beau jour de sa vie. Il me dit mais je suis tellement heureux, j'ai jamais été plus heureux de ma vie que maintenant. Il est prêt à dépenser des mille et des cents. Pour lui c'est mieux que Disney à ce moment-là. Et là il me dit qu'est-ce que tu en penses? Et on est en train de danser. Je dis oui, c'est sympa, enfin voilà, mais on est d'accord que jamais je ferai ce genre de choses ou alors qu'on te fera ce genre de choses. Et là, il m'a dit si à partir du moment où tu es capable de revenir ici, bah tu sais quoi, tu es la femme de ma vie. Et on est sur cette piste de danse, dans un club libertin, et là, il me dit je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je veux un mariage, je veux que tu sois ma femme, etc. Évidemment, avec ce besoin de sécurité affective, je suis soulagée, je suis très heureuse, même si j'aurais quand même aimé que ça soit dans un autre endroit. Il me donne énormément d'amour à ce moment-là. Il déborde d'amour. Je me sens vraiment une femme mais accomplie ou écoutée. Enfin, c'est la première fois que je sens qu'on ferait n'importe quoi pour moi. Et j'ai l'impression même que on arrive à s'élever l'un l'autre. Lui, il a eu une enfance maltraitante, moi aussi. On est là l'un pour l'autre. On vit un peu une petite idylle à ce moment-là. On est voilà collés l'un à l'autre et on est bien ensemble. Et je peux plus rien faire. Je ne pense qu'à lui. Je vois même plus mes amis. J'ai juste besoin d'être avec lui. On est revenu du Cap d'Agde, on est revenu à Paris, il m'a suivi, donc il dit qu'il l'a fait pour moi. Et donc j'ai à ce moment-là l'opportunité d'avoir une HLM, donc un logement HLM, dans le 20e arrondissement, là où je voulais être, j'aimais bien ce quartier, etc. C'est quelqu'un qui se dit festif, donc un jour on est à Amsterdam, je me retrouve en fait sur un bateau-mouche. Et donc, il me dit, bah, viens à l'arrière du bateau. Je me dis, non, il va pas me faire ça ici. On avait la porte des toilettes qui s'ouvrait, qui se refermait avec les odeurs qui vont avec. Et là, donc, il me tend un écrin et il me dit, je crois que je suis prêt. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Là, je vois une bague quand même qui est pas de l'or. Ça avait de l'importance pour moi, mais voilà, je voulais pas une bague, une petite bague en toc, et je voulais voilà une bague en or. Et puis comme toutes les jeunes filles qui rêvent de contes de fées, voilà, une belle déclaration, etc. Donc ça ne me convient pas du tout. Et donc je lui dis bah oui, bien sûr, mais tu vas recommencer parce que moi ça me va pas en fait. Et donc là, il m'emmène à Venise. Et il me ressort une autre bague, et celle-ci qui est en or, et il me refait sa sérénade, où là, il est sûr de vouloir se marier. Donc, je suis très heureuse, où pour moi, j'ai ce que je voulais. À 24 ans, donc, j'ai la demande, et puis à 25 ans, je me marie. Tout va très bien. J'ai retrouvé un poste maintenant d'agent immobilier, moi aussi. Je suis agent de location. Ma mère n'avait pas d'autonomie financière. Et mon père était très contrôlant, donc il fallait que ce soit lui qui gère les comptes et il donnait de l'argent au compte-gouttes à ma mère pour les courses, mais elle n'avait pas accès à sa carte bleue. Donc même moi, quand j'ai commencé à travailler et que j'étais encore chez mes parents, j'avais pas encore accès à mes comptes et j'avais beau ramener de l'argent et un salaire, je ne pouvais pas. Mon père regardait mes comptes et en disant il faut que tu fasses des économies. Donc à chaque fois il me laissait ma carte bleue et mon chéquier peut-être 5 jours et puis après il remettait tout ça dans son bureau. Donc j'avais pas accès à mon argent. Et donc en fait quand Jonathan a vu ça, il a pris le relais. Où il a dit bah oui, enfin tu sais pas compter, tu sais pas gérer ton argent, donc c'est normal en fait que moi je fasse mon rôle de bonhomme et que bah voilà ça soit bien géré. À ce moment-là, donc je suis convaincue que oui, il a certainement raison, que je sais pas gérer et puis de toute façon l'administratif, moi ça me fait peur. Je le laisse en fait avoir mon compte en banque et on partage, on fait un compte joint.
Et puis encore, je suis dans cet esprit un petit peu patriarcal où c'est normal que ce soit l'homme qui gère le foyer parce que c'est ce que j'ai vécu chez mes grands-parents, chez mes parents. Ça m'arrange bien au final. Et donc, il gère. Moi, je suis pas quelqu'un de dépensière, mais je m'aperçois quand même qu'il me dit souvent qu'il y a des gros soucis financiers. Qu'on est à moins 5 000 € de découvert, mais que c'est rien, qu'il va y avoir une commission parce qu'il a repris un boulot d'agent immobilier. Je vais avoir plus 20 000 et puis là, c'est bon. Là, j'ai fait 40 ventes, donc tout est bon, tout va bien. On part en lune de miel, mais à ce moment-là, c'est la catastrophe. On avait donc la banquière au téléphone. On se retrouve en Thaïlande et on a le compte bloqué. Il fait appel à son père pour nous prêter des sous, etc. Je suis pas du tout rassurée à ce moment-là parce que je me dis la sécurité financière, elle est pas là, quoi. Mais encore une fois, maintenant je suis lancée, je suis mariée, je lui fais confiance et puis par contre, il m'explique tout de suite que lui, c'est les restaurants, c'est les voyages avant tout. Même si on n'a pas d'argent. Je suis contente dans un sens parce que je vais à l'autre bout du monde. J'avais jamais quitté mes parents, j'étais jamais sortie quasiment de la France. Et puis là, je vais à Bali, je vais en Thaïlande, je découvre des endroits fabuleux. Enfin, c'est assez incroyable pour moi. Il y a quelque chose de très beau. Et avec toujours ce besoin de romantisme où il me mettait les paillettes dans chaque chose. Donc on n'allait pas dans un petit hôtel en Thaïlande, on allait au Hilton. J'avais le grand jeu partout et tout le temps en fait. Même si j'étais pas matérialiste, ça pardonnait tout. Parce que j'étais vraiment la personne la plus importante de sa vie et il n'avait jamais aimé, comme il disait, à ce point-là. Et donc, il me fait comprendre aussi, voilà, tu te souviens, il y avait le Cap d'Agde quand même. J'ai accepté de me marier, mais sous condition. Et la condition, c'était qu'on ait au minimum 3 rapports sexuels par semaine. Et ça, pour ça, il était prêt à aller chez le notaire. Jonathan, il n'a pas de scrupules et puis il dit c'est normal d'avoir des relations sexuelles dans un couple et ça représente 80-90% du couple, la sexualité, et c'est très important. Donc, pendant 12 ans, on va aller tous les étés au Cap d'Agde. C'est comme ça qu'on arrivera à faire survivre notre couple et qu'on arrivera à être vraiment amoureux, qu'on arrivera à faire tenir cette flamme aussi longtemps que possible. J'ai besoin d'avoir un enfant. Parce que ça, c'est primordial pour moi. Mariage, bébé, voiture, chien, conjoint. Il avait un souci d'infertilité. Et là, on s'aperçoit que ça va être très compliqué d'avoir un enfant. Sur le moment, je suis abattue. Et là, donc, je comprends que ça va être un parcours du combattant. Et donc, on commence un protocole de fécondation in vitro et qui va durer 4 ans. Et ça y est, enfin, donc là, je suis enceinte. Je suis extrêmement heureuse, je suis confiante. Enfin, j'ai accouché à 29 ans, donc je suis tombée enceinte un petit peu avant. Et donc, je me retrouve donc enceinte et j'ai Jonathan qui est toujours auprès de moi. Il ne me lâche pas. La grossesse, je suis pas vraiment heureuse d'être enceinte. J'ai hâte que ça se termine. Je suis une stressée, donc j'ai toujours été stressée et angoissée. Et au bout de 7 mois, en fait, j'ai mon fils qui s'était retourné en position. Il était pas en siège. Et donc, il s'est retourné. Et là, il tambourine en permanence sur mon placenta. Et donc là, j'ai une hémorragie placentaire à 7 mois et il faut que je sois alitée. Donc je résiste et à 8 mois pile, j'ai vraiment de grosses hémorragies et donc il faut qu'on me sorte mon fils en urgence parce que là, sinon, c'est ma vie qui était en danger. Les sorties à 3 kilos, tout allait bien. Je suis extrêmement heureuse. Et donc, c'est une très belle période pour moi. Je suis à fond avec mon enfant. Je sens quand même que ça y est, il y a un virage avec Jonathan à ce moment-là. Il a eu un projet où il était agent immobilier, mais maintenant il voulait me créer son agence. Il voulait créer son bébé. Et donc, je l'ai soutenu là-dedans. Je lui ai dit, écoute, si tu veux le faire, vas-y. Il ouvre son agence immobilière, il se débrouille pour avoir des aides de l'État et en même temps d'avoir de l'aide de son père financière. Moi, à ce moment-là, j'ai envie aussi de m'investir. J'étais dans l'immobilier aussi avant. Donc, je dis, voilà, moi, je veux
m'occuper du pôle location, je veux développer un pôle location, puis en même temps, donc t'aider, former des équipes, etc. Parce que j'avais toujours eu ce management en moi. Je le sens vraiment de plus en plus humiliant avec moi, de plus en plus dégradant. Mais j'ai beau en fait fermer les yeux et mes oreilles et me dire je n'écoute pas. Je n'écoute pas en fait ce ton rabaissant, ces insultes en permanence qui faisaient partie de son langage courant. Même les personnes qui travaillaient avec nous étaient choquées d'entendre certaines fois la manière dont il me parlait. Où il parlait de sexualité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais que ce soit à la famille, aux amis ou aux collègues. Donc c'était tout un cercle où il se vantait qu'on allait au Cap d'Agde donc tous les ans et que c'était ça l'amour et que la sexualité c'était la vie, etc. Et donc il mettait en lumière nos ébats et on n'avait plus du tout d'intimité ou même avec ma famille. Ou même avec sa famille, où on parlait librement de ce genre de choses, où j'étais terriblement gênée, avec des insultes qui allaient derrière. Ça ne choquait pas ma famille. Entre-temps, mes parents avaient divorcé. Ma mère avait tout quitté du jour au lendemain et elle avait fui elle aussi. J'ai pas voulu donc quitter la relation avec mon père. Mon père est revenu me voir en me disant voilà, je voudrais que tu me pardonnes, je suis sincèrement désolée pour toutes ces années où j'ai été dure et autoritaire et violent avec toi. J'aimerais réellement que tu me pardonnes. Et à ce moment-là, j'avais tellement encore une fois, ce besoin d'avoir un père ou une mère aimant avec moi, que j'ai eu besoin de lui et j'ai dit bien sûr, enfin mon père c'est viens, il n'y a pas de souci. Et j'ai pardonné à mon père. Je commence à l'avoir un petit réveil à ce moment-là où je me dis je me fais insulter tous les jours devant tout le monde et j'ai pas de reconnaissance qui plus est. Je me suis investie énormément pour cette société et donc là j'ai dit ok, moi ça y est, j'arrête, j'ai donné ce que j'avais à donner et c'est fini. Et un soir je me retrouve chez mon ami et là je me dis à ce moment-là je suis pas accomplie et ça résonne tellement fort en moi que je prends un verre et je rentre chez moi et je me couche avec cette idée que demain ma vie aura changé. Je me lance dans une école d'humour et là j'écris un spectacle seul en scène. J'écris donc toute seule et donc avec des professeurs qui différents. J'ai un sketch phare que je joue un peu partout. Je commence à voilà être repérée. On me met sur les scènes importantes. Je participe au Meilleur Talent 2018. J'arrive en quart de finale. Les choses vont assez rapidement et on me soutient. Je suis hyper épanouie, tout va super. Et donc en même temps, bah, je vois Jonathan, lui, qui a lui aussi avancé. Mais sauf que là, on est vraiment dans des arnaques, hein, où je m'aperçois que là, c'est de pire en pire au niveau financier. J'ai pas accès au compte parce qu'il y a toujours des problèmes et que il me dit qu'il n'arrive pas à avoir les codes. Une fois sur deux, donc la carte est bloquée. Son père, encore une fois, est obligé de donner de l'argent. Enfin, et moi, j'étais tellement dans mon théâtre que je me préoccupais pas vraiment de ce qu'il faisait lui. Évidemment, j'étais là pour mon petit garçon où j'étais hyper investie en tant que maman et ça, c'était ma priorité. Mais ce qu'il faisait lui, je ne regardais pas vraiment. C'est un père très, très, très présent. Mais quand je dis présent, c'est même omniprésent. Ne me demandez pas qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. C'était la première question. Est-ce que tu as eu des amoureuses? Mon petit, il avait 2-3 ans hein, à ce moment-là. Hein. Je suis à chaque fois donc dépassée où j'interdis ça, où je dis non, ça suffit en fait. Je faisais attention parce qu'il y avait des petits éveils en moi qui me disaient fais attention parce que ton rôle de mère, du coup, il est en train d'être endormi parce que c'était un père absolument parfait. Il s'entendait avec toute l'école, avec tous les parents d'élèves. Il était là tout le temps. J'avais un peu peur de ne pas trouver ma place presque en tant que mère. Mais moi, je suis une mère très, très protectrice où mon fils et moi, il y a un vrai lien depuis sa naissance. Et j'ai ce besoin maternel, évidemment. Là, j'arrive à la fin de mon seul en scène et je joue mon spectacle presque un peu partout. Et là, je m'aperçois que
c'est un spectacle qui est autobiographique parce que je mets en scène une femme qui est un personnage qui s'appelle Laura et qui va vivre la manipulation, l'emprise et sans s'en apercevoir, en fait, je montrais du doigt mon mariage, mon bourreau et je voyais mon mari qui était dans la salle, qui connaissait mes sketchs par cœur et qui n'a jamais vu ou voulu voir que je parlais de lui, en fait. Et donc, je dénonçais tout ça, toute cette violence psychologique, et je commence à comprendre ce qu'est la manipulation. C'est la douche froide, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? J'ai mon professeur de théâtre, j'ai mon directeur aussi. Tout le monde vient me voir en me disant, mais est-ce que tu t'aperçois que là, t'es manipulé? Je ne sais pas ce que ça veut dire, une manipulation à ce moment-là. Ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Et le déclic, c'est un jour, mon père m'appelle. Il a quand même de la réserve. Hein. Là, il commence à avoir peur pour moi. Parce qu'il sent que là, c'est de plus en plus malsain, en fait. Il sent qu'à travers mes sketchs, que lui aussi connaît par cœur, que là, je suis en train de vivre quelque chose de très, très destructeur. Il me dit, chérie, je vais te poser maintenant 5 questions, d'accord ? Et tu vas me répondre oui ou non. Je ne pourrais plus dire exactement les questions, je ne les ai pas retenues, c'est la phrase de mon père qui me dit « Tu viens de répondre à toutes les questions et tu es sous emprise d'un psychopathe ». Je commence vraiment à me dire « Mais c'est pas possible, enfin, j'ai rien vu, j'ai rien vu, ça fait maintenant près de 15 ans qu'on est ensemble, enfin, c'est pas possible, j'ai pas vécu ça ». Et donc je commence à regarder ce que c'est la manipulation. Je commence à regarder ce que c'est la perversion narcissique et donc lui, je le regarde. Tous les soirs, il a envie de boire, donc il sort la tequila ou alors il sort une bouteille d'alcool et là, donc souvent, je me retrouve à boire un verre et avoir un blackout. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Et le lendemain matin, j'ai la migraine, très difficile, mais vu que je suis tellement d'entrain et tellement heureuse de faire ce que je fais, donc j'occulte tout ça. Et il a un air très malsain, encore ce rictus, ce sourire du Joker. Et il vient me voir et il me dit « Est-ce que tu te souviens de quelque chose ?» Je le regarde, je suis mal à l'aise, je me dis « Mais oui, non ». Et là, donc, il me dit que, ouvertement, qu'il aime baiser les quasi-mortes. Je me dis « Mais c'est pas possible, en fait, j'ai été violée. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas, avec si peu d'alcool, faire un blackout et ne rien oublier et se retrouver comme ça. C'est pas possible. Et puis même, enfin, endormi, qui va abuser de sa femme? Enfin, c'est complètement aberrant. Donc il y a la peur qui prend le dessus. Et en plus de ça, il m'avoue un fantasme. Il me dit que en fait, ce qui le fait le plus, ce qui lui donne le plus de plaisir, c'est d'imaginer quelqu'un qui est voilà, quasi mort, quoi. Donc je me dis tout coïncide. Et puis faut savoir aussi que je commence donc à mettre des mots sur la perversion narcissique, sur tout ça, et je lui dis, tu sais que tu es un pervers sexuel. Et là, donc, il prend ça comme une flatterie, comme un compliment. Et il dit, ah bah oui. Oui, enfin, il assume complètement. Et il dit, je suis pas pervers narcissique, mais par contre, pervers sexuel, oui. Et là, je me dis, ça va très très loin. Donc il a des fantasmes quand même qui sont très très poussés. Et puis je commence à fouiller dans les comptes. Donc là tout de suite en fait je me dis il faut que je récupère un compte en banque, c'est pas possible. Et je pense qu'il a senti la bascule ou comme s'il sentait qu'il allait être démasqué. Et donc un matin il vient me voir et il me dit on va partir en voyage, on va partir à Santorin. Là mon fils a 4 ans et là je lui dis non, enfin pas du tout, on est à découvert. On va pas partir en voyage, non, je suis désolée. Là, donc, il est contrarié, colérique, il me fait une crise d'enfant, mais hurler et puis les insultes qui s'enchaînent. Je vais pour le fuir, je vais dans la salle de bain, je claque la porte et je vais pour vouloir claquer la porte, sauf qu'il me rattrape. Et là, donc, d'un geste, il me plaque contre le placard et il me met tout de suite la main sur la gorge. Et là, donc, je suis saisie, transie, j'ai les larmes qui coulent. Je suis terrorisée de voir
cet acte vraiment physique, de violence physique. Je lui dis lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Il a cru que je voulais le gifler et il resserre son emprise en me disant tu ne fais pas la maline avec moi. Tu ne fais jamais la maline avec moi. Et je vois en fait ce regard si noir, si diabolique, je peux à peine respirer. Il arrive à resserrer sa main, à enlever sa main, et là je lui dis tu m'as fait ce qu'il m'a fait. Donc je parlais de mon premier petit copain. Je ne peux plus parler. Je n'arrive plus. Mon père m'appelle le lendemain matin et là, je n'arrivais plus à mettre un mot après l'autre. Donc mon père me dit, tu vas tout de suite chez le médecin. Je vais chez le médecin. On constate donc un choc post-traumatique et le médecin donc, me met en garde en me disant, maintenant, il faut partir. Vous n'avez plus le choix, c'est terminé maintenant. Là, il y a de la violence physique, même aller porter plainte. Et donc, je me dis, mais je vais aller porter plainte. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez bu avec votre mari, et puis vous vous souvenez de rien. Et puis voilà, donc ça sera sans suite, encore une fois. J'essaye d'occulter, mais je me dis, il faut fuir. Et au même moment, là, je fais un rêve éveillé, on va dire. On est le 13 février 2019, et là, j'ai ma grand-mère, en fait, qui est décédée, qui m'apparaît et qui me dit « Ma chérie, c'est terminé. À partir de demain, le cauchemar est terminé. » Je ne comprends pas ce qui se passe. Et le lendemain, il est convoqué par la brigade financière. On est le 14 février. En fait, il vendait des appartements sur plan. Donc, des maisons, des grandes maisons, il les divisait en plusieurs appartements associés à une société de travaux. Il disait, voilà, on va donc vous attribuer un logement qui sera donc à un prix imbattable dans une grande maison avec un grand terrain autour et vous pourrez donc bénéficier comme d'un cadre de vie dans une maison mais dans un appartement à un prix imbattable. Donc bien en dessous du prix du marché. Grâce à sa société de travaux et grâce aussi à un notaire qui en fait n'avait pas besoin de choses tangibles et disait il faudra que ça soit fait, mais que c'était pas une obligation ou une condition pour pouvoir faire cette vente. Jonathan recevait donc les paiements donc, des clients. Et donc après, donc c'était transféré et donc il se séparait ça avec la société de travaux. Donc les travaux n'étaient jamais faits ou alors étaient vraiment tellement mal faits, mais on n'arrivait pas à avoir un logement rendu en temps et en heure avec toutes les conditions aux normes. Enfin, il s'était improvisé promoteur. Moi, quand il m'a vendu son projet, je me disais, oui, pourquoi pas. Je suis encore crédule, hein, mais il avait tellement un beau discours. Il est persuadé encore une fois de faire fortune et qu'à la fin de l'année, on sera encore millionnaire. On n'était toujours pas. Et puis, il n'y avait pas que moi qu'il arrivait donc à flouer. Hein. Il y avait des familles entières qui buvaient ses paroles et qui y croyaient vraiment. Mais en fait, il vendait du rêve. C'était des plans qui vendaient, mais c'était pas des appartements. J'ai les clients qui me retrouvent en me disant voilà, il nous a ruiné notre vie, moi je dors dans ma voiture, j'ai perdu la garde de mon enfant, j'ai tout perdu à cause de lui, il faut qu'il nous rende notre argent et là c'est très grave, vous soupçonnez même pas la situation. Il m'emmène chez son avocate, il réalise même pas, mais moi je découvre, il a été condamné pour escroquerie en bande organisée et il est passé en jugement, il est passé au tribunal et je n'ai rien su. Il essaye comme d'habitude en fait de trouver un vocabulaire très élaboré, mais elle lui dit non mais attendez, là demain vous allez chez les flics, donc les flics eux ils vont pas se prendre la tête, ils veulent pas un langage, vous leur parlez comme à des gens de 3 ou 4 ans. Je n'arrive pas à y croire, mais je suis obligée en fait d'affronter la réalité parce que j'ai les clients au téléphone. J'en ai une qui me dit carrément que elle a eu une liaison avec Jonathan et que elle est même tombée enceinte et qu'elle a perdu l'enfant à cause de lui. Donc je découvre que non seulement c'était un escroc, mais qu'en plus de ça que c'était un infidèle. Les comptes, n'en parlons pas, en fait tout est bloqué. Donc je n'ai plus de carte bleue, là je me retrouve avec mon fils qui a une conjonctivite et là la carte bleue est bloquée, j'ai 4 € dans mon portefeuille et donc le colis est à 6 et je me dis je peux même pas guérir mon fils. Et mon spectacle, la date de mon spectacle qui approche, je suis obligée de tout arrêter. Donc je suis obligée de j'ai mis le mot fin à mon spectacle mais je suis obligée d'arrêter. Je me dis comment je vais me sortir de là.
je peux pas me prendre un appartement, je suis prisonnière en fait. Donc j'ai une explosion, j'ai une crise de larmes où je suis mais dans un état mais vraiment où je me dis je vais mal finir. Enfin, je peux pas m'en sortir. Je suis prisonnière ici à vie. Je ne sais pas où aller avec mon fils. Il faut que je parte d'ici et je ne sais pas comment faire. J'avais tellement peur que je refusais donc qu'il me serve le moindre verre parce que je me disais qu'il me droguait. Maintenant, c'était sûr. On n'arrivait plus à manger. C'est mon père qui m'a donné de l'argent en cachette pour acheter à manger. Et lui, il voyait très bien que je n'avais plus de sous et que c'était mon père qui nous finançait, mais il continuait de manger tranquillement. Et un soir, il lui dit, mais est-ce que tu te rends compte que c'est moi qui vous nourris là? Et là, il a l'air mais toujours joyeux, tout va bien, mais de toute façon, et il lui dit à mon père, de toute façon, si on en est là, c'est parce que de toute façon, elle fait trop de courses. Et c'est pour ça qu'elle dépense trop d'argent, et c'est pour ça qu'on est ruiné. C'est à cause de ses courses. Et il lui dit, c'est quand même bizarre parce que ma fille, moi, quand je lui donne de l'argent, elle me dit non parce qu'il lui en reste encore. Donc, ça me paraît bizarre ce que tu me racontes quand même. Et là, on se retrouve dans une situation improbable où il faut que je sorte de là. Donc, j'ai quand même mon père et mon frère qui commencent à réaliser que c'est quand même une situation dramatique. Et donc, un soir, ils décident d'avoir une discussion. Enfin, ils avaient convenu que il y aurait des défenseurs, comme si c'était un tribunal. Et donc mon père serait censé me défendre et mon frère aussi. Et puis il devait y avoir le frère de Jonathan qui serait là. Donc chacun aurait son défenseur. Et puis le frère de Jonathan, il n'a pas voulu se mouiller. Et donc là, mon frère a dit, bah, je suis désolée, mais je vais être obligée de prendre la défense de Jonathan, hein. Parce que sinon, il n'y a personne pour le défendre. Comment mon frère, que j'avais aimé plus que tout au monde et que j'avais protégé depuis l'enfance, se retrouve à me dire ça, je suis recroquevillée comme un chien sur le canapé, en boule comme ça, je n'en peux plus, lui il est sur son fauteuil, mais comme un pacha et très sûr de lui, comme dans une scène de théâtre. Mon frère qui essaye de faire le médiateur en disant non mais il est comme ça, mais il n'est pas si méchant, il voyait pas mal et puis ça c'est pas de sa faute. Et mon père qui essaye de prendre la parole, mais il est interrompu par les rires sarcastiques de Jonathan. La situation devient de toute façon irrattrapable. Il a pris le dessus, il se marre, il est aux anges. Et puis là, je me dis, bah, ça n'a rien changé. Et, je suis toujours emprisonnée, je suis toujours mal. Enfin, comment je vais faire pour me sortir de là? Et puis, donc, je raccompagne mon père et mon frère. Et mon frère me regarde et il me dit, fais attention parce que là, t'es cadavérique. Et oui, j'étais vraiment cadavérique. J'étais déshumanisée. Je n'avais plus de vie. Je ne savais même plus quelle musique j'aimais écouter. Je ne savais plus rien sur moi-même. De l'absence d'empathie, de l'absence d'émotion. Et c'est surtout que c'était son mentor. C'était son mentor et qu'il était hors de question de détruire ses rêves. Et puis, il va me le dire au bout d'un moment, mon frère, il va me regarder et il va me dire, mais là, tu veux divorcer, mais tu es en train de me briser tous mes rêves. Parce que c'était ça, moi, la vision de l'amour. C'était ça, vous étiez un mariage magnifique. Et là, tu es en train de me casser tous mes rêves. Je suis là, mais je n'ai aucun soutien de mon frère. C'est son meilleur ami qui va être là pour moi. Et qui va être, parce qu'il travaillait avec nous à l'agence et que au fil du temps on s'est rapprochés et qui vient me soutenir 2 fois par semaine à la maison pour pas que je m'écroule en fait. Et il faut que je trouve une porte de sortie. Et donc là, donc je vais à la banque, je regarde les dettes. Donc il avait pris un crédit sans me le dire. Il a ouvert plusieurs comptes dans différentes banques. Et moi, je me sors de ce compte joint et je veux retrouver en fait mon compte personnel. Et à 36 ans, c'est la première fois en fait que j'arrive à avoir un compte uniquement à mon nom. Là, déjà, je me sens soulagée. Je me dis, j'ai déjà donc une porte de sortie où je suis plus complice si jamais il y a quoi que ce soit. Et là, je regarde les comptes. Donc là, je fais une demande à la banque et je demande d'avoir tous les relevés qui m'avaient été, donc j'avais pas pu voir pendant longtemps. Et je vois des hôtels à Pigalle, je vois donc des retraits avec des sommes astronomiques. Je ne sais pas donc tous les trafics. Je vois simplement donc des débits colossaux et des factures d'hôtel. Ma mère a un appartement, un studio qu'elle avait acheté donc après donc sa séparation. Elle avait vendu le logement familial dont elle avait hérité et puis elle s'était racheté un appartement pour elle et elle avait acheté un studio pour mon frère pour le reloger.
et donc à Gare de Lyon, dans le 12e. Donc je dis à mon frère, j'ai dit écoute, il faut que je récupère cet appartement, je n'ai pas de solution, il faut que je parte d'ici au plus vite. Oui, mais ça m'arrange pas, moi c'est ma garçonnière, je reçois donc des filles tout le temps, et puis là bon, j'ai commencé à me mettre en couple, mais bon, moi je veux ma liberté, j'ai pas spécialement envie. Je lui ai dit non mais tu comprends pas, en fait l'urgence, c'est une question là de vie ou de mort, et puis j'ai un enfant avec moi qui a 5 ans, qui a rien demandé, il faut que je le sorte de là en fait. Et donc mon frère s'était mis en couple juste à ce moment-là, et puis donc il était avec une femme qui voulait aussi s'engager, et donc elle voulait qu'il quitte donc ses habitudes de jeune garçon, et qu'ils aient un vrai logement, parce qu'elle considérait que c'était pas un logement, le petit studio. Et donc je suis très heureuse de cette opportunité-là, parce que sinon lui il n'aurait pas vu que c'était vraiment indispensable et nécessaire. Et donc ça tombe très bien, et ils finissent par trouver un logement. Et là, donc, je peux récupérer ce studio. J'ai Jonathan qui est persuadé que j'arriverai jamais à partir, que je suis emprisonnée dans cet appartement, et que j'ai aucune solution de repli, qu'il pourra me faire ce qu'il veut de moi, et que ça peut continuer ad vitam aeternam comme ça. Donc je ne lui dis rien, et donc mon frère déménage, je refais mes valises, et je mets encore une fois mes affaires. Je fais une valise pour mon fils avec ses vêtements, et je me retrouve où j'ai qu'une seule valise et j'ai que des sacs poubelles, et je prends donc les sacs poubelles, et je me dis c'est exactement la même situation qui se rejoue encore une fois. Quand je suis partie à 20 ans de ma première relation avec un psychopathe, j'ai pris 2 sacs poubelles, et là je me retrouve à 36 ans à revivre le même schéma où j'ai rien construit, mais il faut fuir, et encore une fois il faut fuir. Et donc je m'en vais, je pars avec je fais mon petit déménagement. Moi j'arrive là-haut, mon frère qui m'explique bah écoute voilà, donc les codes de boîte aux lettres, de machin, d'interphone, et puis tiens la clé. Et au moment où il me tend la clé, moi je suis heureuse, je me dis ça y est, je suis en paix, ça y est, je suis libre, c'est fini, c'est terminé ce calvaire. Et puis toi, mon frère, dans le même temps, toi aussi je t'ai libéré du bourreau, parce que toi aussi en fait t'étais sous emprise. Et là il me regarde, et il me tend les clés, et il me dit tiens, tu m'as volé ma vie. Tu m'as pris ma liberté, maintenant cet appartement, c'était ma vie. Et ben voilà, tiens, tu m'as volé ma vie. Et je suis archi choquée, mais je m'en fiche, mais à un point considérable. Je ferme la porte, et je lui dis allez, au revoir. Et je suis chez moi, et je serre les clés contre mon cœur, et je me dis ça y est, c'est ma victoire quoi. Oui, là donc des dettes, mais aussi il avait pris beaucoup de crédits, et je suis toujours mariée. Donc, je vis quand même avec cette angoisse vraiment permanente, et je me dis, j'ai pas le temps de réfléchir. Je me dis, voilà, bon, il faut que je retrouve du travail tout de suite. Moi, donc, je me pose même pas sur qu'est-ce qui m'est arrivé. Voilà, je suis en mode robot. Je suis en mode, il faut que je survive, que je suis avec mon fils. Et puis, tout de suite, en fait, il y a cette histoire de garde alternée où il me dit, mais de toute façon, je te laisse pas le choix. Je veux mon fils. Et si tu m'accordes pas la garde alternée, on va se battre. Et là, j'aurai la garde exclusive. Et t'inquiète pas que je l'aurai. Donc, il me fait donc un chantage tellement fort que j'ai vraiment peur. Donc, j'accorde cette garde alternée. Je commence à prendre une avocate, mais moi, j'ai du mal, parce que il me harcèle tellement, on continue à me faire peur tous les jours, que je suis tétanisée, je ne peux pas avancer. Et donc, j'ai repris un travail. J'ai toujours fait du management, et puis quand j'étais dans le théâtre, j'ai rencontré donc une amie qui, elle, en fait, son mari était PDG de centres médicaux. Et là, donc, elle me dit, bah écoute, fais le process de recrutement si ça t'intéresse et tout. Et donc, je passe 2 entretiens, et je passe donc directrice de centre médical, mais je me retrouve dans un truc où je gère 35 médecins et un service d'urgence, et c'est en plein 5e arrondissement. Enfin, c'est quand même un job qui est avec des responsabilités hyper importantes, mais par contre avec un salaire qui est plutôt qui est ridicule. Je négocie toujours mes contrats. Je me dis non, il faut que j'ai mon fils, parce qu'en plus de ça, je vais passer en procédure. Si on sait jamais, vu que il veut dire que je suis une mauvaise mère, donc il faut absolument que je prouve à la terre entière que je suis une bonne mère. Donc je me bats pour négocier en disant voilà, j'ai mon fils en garde alternée, je souhaite faire 35 heures, une semaine, et le reste, en fait, ce que vous voulez, 100 heures si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je négocie ça.
où je me retrouve à faire 35 heures, donc la semaine où j'ai mon fils, et à être à la sortie de l'école tous les jours sans prendre de babysitter, et l'autre semaine par contre où je suis à 55-60 heures. Donc avec une pression monstrueuse, et où le téléphone n'arrête pas de sonner, enfin vraiment j'ai pas eu le temps de me remettre, que je suis complètement débordée avec lui qui m'envoie des messages mais H24, en m'insultant, en me traquant, et tout reprend. Donc comme la première relation, il est là tout le temps, il est là quand je sors du travail, il est là et en me menaçant, en me disant que je suis une mère folle, que dépressive, que je vais perdre mon fils, et en me faisant peur en permanence. Et là, je me dis, ça suffit, enfin, il faut que ça s'arrête, sauf que moi, il commence à me manquer. Là, c'est là que je réalise que je suis pas du tout guérie, que ça va pas du tout. Parce que il commence à me faire peur en me disant, bah tu sais, moi je rencontre d'autres femmes. Et des femmes qui sont beaucoup mieux que toi. Et je suis sur Tinder. Je suis mais horrifiée. Enfin, je me dis mais c'est pas possible. En fait, il va aimer quelqu'un d'autre que moi. Je commence vraiment à avoir ma raison qui me tiraille, et c'est absolument horrible pour moi parce que c'est là que je comprends que tout ça, ça a été de l'illusion. Que mon mariage, il a été de l'illusion. Qu'en fait, il m'a jamais vraiment aimé, qu'il a jamais eu d'émotion, qu'il a jamais eu de sentiment. Que tout ça, en fait, il m'a possédé, que c'était de la manipulation, mais que c'était pas de l'amour. Tout ça, et que je me suis fait flouer. Et je me dis, mais comment on peut vivre pendant 15 ans dans l'illusion? C'est pas possible, en fait. Ça n'existe pas, 15 ans d'illusion. C'est impossible. Et là, donc, je me dis, mais il me manque, il me manque, il me manque. Et c'est absolument horrible. Et rien que de l'imaginer dans les bras d'autres femmes, je pétais les plombs. J'étais prête à faire n'importe quoi. En plus, il faisait exprès, là, notre fils, il va pas bien, il a besoin de toi, viens dîner à la maison. Et c'était horrible parce que j'avais de la force pour prendre un avocat. J'avais de la force pour avancer. Et en même temps, il me mettait dans des états de vulnérabilité, de fragilité où j'étais obligée de lui céder. Un soir, donc, je laisse mon fils chez ma mère. Et il me dit, vas-y, on fait une soirée romantique, toi et moi, je t'invite au restaurant et tout, en souvenir du bon vieux temps. Je me retrouve au restaurant et là, pareil, en fait, je bois un verre de vin et là, je me retrouve dans mon studio, allongée chez moi. Je ne sais pas comment je suis rentrée du restaurant jusqu'à chez moi. Le restaurant était pas très loin. Mais je me réveille à 22h30, je suis dans mon lit, il est sur un siège et là, il me regarde avec un sourire jusque-là et il me dit, tu te souviens de rien? Et là, je comprends, je dis, non, tu m'as droguée, enfin, c'est pas possible, tu m'as droguée. Et là, je hurle à la mort et je dis, c'est terminé, tu t'en vas, je ne veux plus jamais te voir. Et je hurle tellement fort qu'il s'en va. Et là, je me dis, c'est terminé. Je veux plus jamais, en fait, céder à ses avances, à la moindre chose. Enfin, il est dangereux, il va me tuer. Je sais même pas avec quoi il me drogue. Et là, c'est pas possible, quoi. Il a jamais assumé. Il a jamais assumé. Et donc, c'est pour ça que je suis jamais allée déposer plainte non plus. Oui, parce qu'il n'y a pas de preuve. Parce qu'il n'y a pas de preuve, encore une fois. Mais c'est terrible de ne pas savoir ce qui s'est réellement passé, ce qu'on a fait, quoi. Donc là, j'arrive en fait où ça y est, ça fait plus de 2 ans et demi où je veux avancer dans la procédure de divorce, où je suis motivée, où j'ai dit c'est terminé, maintenant ça suffit, on arrête. J'ai entrepris entre-temps une thérapie qui m'a vraiment sauvée, où j'ai mon père, encore une fois, qui vient me voir et qui me dit écoute, je voudrais vraiment t'offrir ça. Je veux financer cette thérapie et je veux, donc c'est comme un cadeau. Donc là, tout de suite, je trouve en fait une thérapeute humaniste. Je me sens mais tellement bien avec elle que ça me fait un bien mais considérable. Et donc, je mets les mots. Maintenant, je comprends ce que c'est l'emprise, la perversion narcissique, l'illusion. Au fil de cette thérapie, je découvre donc que j'ai une blessure d'abandon, de la dépendance affective, et je m'intéresse donc à la spiritualité. Je lis un livre, donc Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je vois que je m'identifie complètement à cette blessure d'abandon et de trahison, mais il y a aussi l'humiliation, injustice, etc. où je suis vraiment, je comprends ça. Je commence à faire des méditations et c'est une révélation encore pour moi où je me dis là, ça y est, je ne veux plus subir.
c'est terminé. Autant j'avais eu à 30 ans la révélation de je veux m'accomplir, là c'est je ne veux plus subir. Et c'est comme si voilà, la vie m'avait un peu récompensée derrière en prenant soin de moi. J'ai la force pour arriver jusqu'au divorce. Je passe au tribunal et là donc j'ai le juge qui écoute mon témoignage et qui me dit à la fin, est-ce que vous vous considérez sans emprise? Et là, c'est un soulagement et je dis oui. Donc malgré en fait tout ce que m'avait dit mon avocate en me disant non, vous avez accepté donc une séparation à l'amiable, un divorce à l'amiable, donc vous n'avez rien à dire. Et j'ai dit non, je veux mais malgré tout laisser des traces parce que oui, il y a aussi de l'humiliation, il y a aussi un danger potentiel pour mon fils quand il est chez lui. Il ne fait pas attention à sa scolarité, il ne fait pas attention à ses habits, à son confort, à sa santé. Pour moi, il était en insécurité et j'étais tout le temps derrière en lui rappelant ses devoirs. Quand il était malade, d'appeler un médecin. Je me suis retrouvée un jour avec un rasoir dans le sac à dos à côté du doudou. Il y avait des choses qui quand même qui étaient effrayantes où j'avais peur pour sa santé. Il avait eu un accident de trottinette avec lui. Mon fils avait eu le menton ouvert, lui il avait le bras cassé. Et donc, je voulais mentionner tout ça au cas où et ressortir s'il y avait besoin. Donc là, ça y est, c'est enfin acté, mais le harcèlement continue toujours, il y a toujours prétexte, il y a une pension alimentaire qui est fixée, mais c'est au chantage et au mérite. Donc, il faut juste toujours négocier pour avoir la pension, même si c'est une obligation. Il y a toujours des prétextes pour relancer une discussion et je n'arrivais pas encore à m'abstenir de répondre ou alors je m'enfonçais dans des justifications à chaque fois où il arrivait encore à prendre le dessus et c'était un travail à chaque fois qui était énorme pour moi où je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais en tout cas, j'étais décidée où il n'entrait plus dans ma vie et c'était terminé. J'avais traversé pendant 2 ans et demi de solitude, de repli sur moi, de travail sur moi. Je tombe là sur un homme qui est absolument fabuleux, qui est sain d'esprit, qui n'a pas du tout le contrôle ni la manipulation. Je veux me priver de ça. Je me dis non, je ne veux pas tomber amoureuse. J'ai peur de retomber dans les anciens schémas, etc. Et puis c'est plus fort que moi. Il y a comme une reconnexion, comme si la première fois où je le vois, c'est pas un coup de foudre, mais c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Il me donne la force. Et moi, je m'aperçois donc que j'ai toujours vécu dans ce qui était malsain. Donc, il devient un petit peu mon modèle. Et en même temps, ça me fait un bien considérable de voir que tout est en paix, tout est calme ici. On se présente nos enfants. Il y a une grande harmonie. Il y a un amour énorme qui naît. Je regarde un jour comment dire, une vidéo d'une personne qui est channel, qui est canal. Et elle ferme les yeux et elle entend. Et là, à ce moment-là, j'essaye. Je me dis, moi aussi, je vais essayer. Et je me filme pour justement pouvoir voir si c'est mon esprit, si c'est moi, si c'est pas moi. L'expérience fonctionne et là j'entends une voix donc dans ma tête hein, du côté gauche, mais qui n'est pas moi, qui n'est pas mon esprit. Et je sens comme une petite bulle qui éclate et je me dis ouais là ça marche, ça fonctionne. À force donc maintenant de canalisation où je me filme, j'ai donc maintenant la rencontre avec mon guide, mon ange gardien. Et donc là c'est absolument extraordinaire parce que j'ai l'impression de vivre un petit peu entre deux mondes. Et donc je comprends que en fait j'ai des capacités mais je ne sais pas encore lesquelles. Et j'ai une amie qui vient me voir régulièrement et donc au départ, je vois que j'ai, juste avec mes bras, juste en faisant ne serait-ce qu'un câlin, il y a une énergie qui se dégage. Il y a quelque chose de fort. Et de fil en aiguille, en fait, je laisse mes mains en fait faire... je les laisse agir par elles-mêmes et donc je comprends en fait que j'ai un pouvoir avec les mains. Et je comprends que je suis guérisseuse et donc je suis guidée en même temps et c'est là que en fait progressivement je vais être amenée à faire des soins
Et en même temps, je reçois des informations. On m'indique les zones malades, etc., les choses qui sont à guérir. Je n'ai pas de prédiction, je ne suis pas une voyante, mais par contre, je peux guérir. Et donc, je fais aussi des canalisations et progressivement, j'ai accès à mes vies antérieures. Et là, donc, je m'aperçois que dans beaucoup de vies antérieures, j'ai eu exactement les mêmes schémas répétitifs. La blessure d'abandon avec un schéma très toxique, une enfance maltraitante, un père autoritaire, une mère victime et soumise, et ensuite donc des schémas de pauvreté ou de victimisation. Et ça se répète de vie en vie à n'importe quelle époque. Et donc, je comprends que aussi, je suis ce qu'on appelle une flamme jumelle. Et donc, je suis une moitié d'âme et que je me suis reconnectée avec mon autre moitié d'âme, qui est la nouvelle personne qui est dans ma vie. Je suis assez submergée par tout ça parce que c'est tellement fort tout ce qui se passe que je me laisse un petit peu porter et guider. Je vis cette nouvelle relation où je comprends que ça va être un parcours très compliqué de guérison et de retour à soi, où on doit guérir chacun nos blessures. Donc moi, j'aurai la blessure originelle qui est la blessure d'abandon, et lui, ça sera la blessure du rejet. Ce parcours ne sera pas de toute façon une histoire d'amour romantique, que ça sera vraiment un parcours qui sera difficile, éprouvant, mais qui nous fera en fait, qui sera donc une réelle guérison. Je finis donc par vivre donc avec cet homme-là. Ça fait maintenant près de 6 ans. Et donc Jonathan continue toujours en fait de me harceler, de toujours trouver des prétextes. Je m'aperçois que dans mes vies antérieures, que lui aussi me suit, qu'il a été mon père dans plusieurs vies et que je l'ai choisi d'une certaine manière pour guérir cette blessure d'abandon. Pourquoi j'ai vécu donc ces schémas répétitifs-là? On est obligé de passer par la souffrance pour arriver à la guérison et pour apprendre à s'aimer. Je n'avais aucun amour de moi. Je comprends aujourd'hui que je n'avais été qu'un objet pour les autres, mais que j'aurais donné ma vie à n'importe qui. J'ai beaucoup de pervers qui sont invités à ma table, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental ou familial. C'était justement pour m'apprendre à m'aimer et à connaître ma vraie valeur. J'ai emménagé donc avec cet homme-là et j'ai eu envie d'écrire un livre où j'allais raconter tout ça. Donc ce parcours-là, mais aussi mon éveil spirituel et aussi donc ces vies répétitives jusqu'à ce que je réalise pourquoi en fait j'avais vécu tout ça. Et mon livre donc s'appelle Univers toi. Et donc qui retrace donc ma vie et mes vies et ma reconnexion avec ma flamme jumelle. Ce livre-là, je l'ai écrit en 9 mois, donc sous canalisation. Ça veut dire que c'est un livre qui est vibratoire, puisque c'est assez troublant quand j'en parle, mais je l'ai écrit à une vitesse folle, donc 400 pages en 9 mois, parce que je ne savais même pas la phrase d'après. En fait, j'écris avec le langage de l'époque et en même temps, sans savoir en fait la suite, le déroulé de l'histoire, je le découvre comme un lecteur en l'écrivant. Donc là, j'ai sorti ce livre-là et c'était comme une évidence où il fallait que je fasse ça pour après me sentir légitime en tant que thérapeute. Aujourd'hui, donc, je suis thérapeute de l'âme, ce que j'appelle une thérapeute de l'âme. Donc, je travaille donc avec ma médiumnité. J'ai pu expérimenter des guérisons physiques, mais aussi émotionnelles. Donc, j'avais commencé par mon oncle qui souffrait d'eczéma, où en 3 fois, donc, où l'eczéma est parti, mais aussi donc aider aussi les autres aujourd'hui à se reconstruire et à comprendre pourquoi on a vécu ça. Pour moi, tout est lié à une cause émotionnelle. Donc un mal physique, le maladie, est lié à une cause émotionnelle. Donc quand on a mal quelque part, il faut donc parler à cette cause émotionnelle et pour pouvoir la libérer et après donc faire ce travail de réparation donc au niveau des mains. Et donc voilà, donc au quotidien maintenant,
c'est mon travail depuis le mois de février où j'accompagne des personnes dans des thérapies qu'on appelle brèves parce que on va aller donc dans les constellations familiales. Donc ce qu'on appelle les constellations familiales, c'est donc comprendre toutes les personnes qui ont de la famille qui ont un message à faire passer et pourquoi on vit telle et telle chose dans une famille. Donc cesser ces schémas répétitifs, aller dans les vies antérieures pour comprendre encore une fois pourquoi on a vécu ça, le traumatisme qui s'est joué et qui se rejoue pour être libéré. Je travaille aussi comme moi avec des flammes jumelles, donc des personnes qui vivent cette relation absolument particulière, mais aussi très forte et aussi bouleversante parce que il y a la séparation, il y a tellement d'étapes pour revenir et qui est tellement souffrant. Tout ça, c'est aussi en médiumnité. Et puis je suis aujourd'hui totalement épanouie et accomplie. J'ai la suite du livre d'Univers Toi qui est bientôt terminé. C'est mon plus grand bonheur aujourd'hui quand j'ai des personnes qui viennent me voir une fois, deux fois ou trois fois, mais qui me disent qu'elles ont vu un réel changement sur leur état d'esprit ou même sur leurs mots physiques qui ont disparu. Là, pour moi, oui, c'est tellement magnifique de voir en action les choses. Oui, c'est absolument gratifiant. Pour moi, c'est nécessaire de se reconstruire grâce à une thérapie pour justement ne plus revivre ces mêmes situations avec les pervers narcissiques. En fait, on a un vide intérieur et ce besoin d'être aimé viscéral et d'apprendre à s'aimer. Et ça ne peut se faire qu'avec l'aide d'un thérapeute, quel qu'il soit. Et puis, voilà, ne pas hésiter à insister auprès des avocats quand on a des problèmes justement où il faut dire les choses. Il ne faut rien cacher. Parfois, moi, je disais toujours, les pervers sont protégés, ils gagnent toujours. Hein. Non, c'est pas vrai. Ils ne gagnent pas toujours. C'est simplement de la mise en scène, faire peur, etc. Mais il ne faut pas lâcher. Se couvrir d'écrits pour tout ce qui est grave. Dénoncer par mail le moindre de ces agissements qui ne correspondent pas pour justement pouvoir agir avec la justice derrière. Mais quant à eux, leur parler le moins possible, échanger par écrit le moins possible. Si j'ai pu aider d'autres personnes aujourd'hui grâce à mon témoignage, le message sera passé et tant mieux.